Bonsoir à toutes et tous et bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par l'Institut Mimétis qui a pour thème ce soir le lien au travail, la perte et l'épuisement professionnel. Donc avant de démarrer, quelques mots d'introduction. Je m'appelle Sabria Tahar, j'exerce le métier de thérapeute du lien et des mondes relationnels et suis également formatrice en formation au sein de l'équipe de l'Institut Mimétis. Je suis heureuse d'être parmi vous ce soir et de vous présenter cette nouvelle web rencontre qui s'inscrit dans la préparation du prochain congrès de la BOL qui aura lieu la semaine prochaine, du 31 mai au 3 juin, et qui aura pour thème s'accorder, co-créer, transmettre le lien humain, cœur de la thérapie. Donc, je rappelle que vous avez la possibilité de revoir ce webinaire ainsi que tous les précédents sur le site de l'Institut Mimétis. Mimétis qui a pour mission justement de former et d'accompagner les professionnels de santé et de la relation d'aide à développer, à conjuguer leur savoir-être et leur savoir-faire à travers une pédagogie, une philosophie du soin qui place le lien et la relation au centre de sa pratique théorique, mais surtout expérientielle. Vous pouvez retrouver l'intégralité des formations proposées par l'Institut sur le site mimetis.com où vous avez la possibilité soit de voir un petit peu toutes les formations proposées, que ce soit en hypnose, en thérapie narrative, en thérapie du monde relationnel, et puis d'autres ateliers qui vous sont proposés. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour et à aller visiter le site. Et puis, voilà, pour en revenir au webinaire de ce soir, je vous invite à interagir, à poser vos questions, vos réflexions, afin que nous puissions être dans cet échange et que je puisse les relayer à nos deux conférenciers de ce soir. Donc, nous avons un temps imparti qui sera d'1h30 avec 1 heure d'échange, de dialogue, et puis qui sera suivi de 30 minutes d'échange avec vous. Alors, écoutez, je vous remercie pour votre présence, pour votre fidélité. Et bien à présent, laisser la parole au docteur Éric Bardot, qui est psychiatre, pédopsychiatre, psychothérapeute, qui est concepteur et développeur de la thérapie du lien et des mondes relationnels, et également directeur de l'Institut Mimétis. Et à Gérard Osterman, qui nous fait l'honneur d'être présent ce soir, qui est professeur de thérapeutique, médecin interniste et psychothérapeute, et qui est également président du Collège régional des alcoologues aquitains. Voilà, c'est bon. Et qui vont nous parler ce soir du lien au travail, de la perte et de l'épuisement professionnel. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite un bon temps d'échange, un bon moment et j'ai le plaisir de vous retrouver tout à l'heure. Merci beaucoup. Ce qui m'a intéressé dans ce que tu m'as proposé, c'est justement d'avoir mis le lien au travail et non pas de centrer sur le travail en lui-même. Et l'échange que nous allons avoir ce soir va venir questionner justement ce lien au travail et dans ces déclinaisons qui aujourd'hui prennent avec les anglicismes des formes différentes. On parle du burn-out, du bore-out, du brown-out, on pourrait décliner comme ça, entre le surmenage et l'hyperactivisme, l'ennui et le manque de stimulation et la perte de sens. Et peut-être que justement, il va s'agir d'explorer tous ces aspects-là qu'on a tendance à réduire à une vision symptomatique autour de la fatigue,
le manque de vitalité, les troubles du sommeil, l'incapacité à se concentrer, etc., etc. Voilà, donc ce que je te propose, c'est de te passer la parole pour que tu puisses partager avec nous euh, justement cette question de la perte, de l'épuisement, et qui mène évidemment la question du lien au travail. La question du lien au travail, me semble-t-il, dans quelle est la place du travail, à la fois dans l'existence de la personne, dans la communauté, dans la société, aujourd'hui. Merci Eric, je pense que ta présentation soulève bien les vrais problèmes, mais j'ai envie de dire que si vous êtes atteint de tripalinose, pour faire un néologisme, c'est-à-dire que ce n'est pas une virose comme le Covid, période qui a été un peu difficile et qui reste encore difficile dans les esprits, mais la tripalinose, et je reviendrai sur ce vocable, mais c'est que depuis quelques mois, j'ai eu en consultation, avec une grande souffrance, des collègues médecins généralistes, des infirmières et 2 psychiatres, où j'ai dû faire le gendarme, c'est-à-dire haut les mains, arrêtez-vous. C'est-à-dire qu'il faut cet arrêt de travail indispensable quand quelque chose est en train de se consumer tellement que c'est une vraie menace pour la vie. On l'a su avec l'histoire d'Orange, rappelez-vous, on disait d'ailleurs avec le jeu de mots Orange stressé. Alors, un autre motif de consultation tellement fréquent, c'est celui de la fatigue. D'ailleurs, tu l'as dit, Eric. Et à ce moment-là, j'ai envie de commencer un peu par une note d'humour, puis c'est un peu mon petit travers. Je pensais à Alphonse Allais qui disait « Quand on ne travaillera plus le lendemain des jours de repos, la fatigue sera vaincue ». Ouais, c'est pas faux. Ou je pense aussi à cette petite histoire corse. Matteo Battisti, comme en ce moment, les gens attendent les résultats du concours d'entrée en médecine, il va être médecin, enfin lui, il va être médecin carrément, Matteo Battisti, et il appelle son grand-père et il fait « Allô, papé, eh oui, c'est qui à l'appareil? C'est Matteo, ton petit-fils. Ah, Matteo, comment tu vas? Eh bien, papé, je suis reçu, je suis docteur en médecine. Oh, que je suis content, Matteo. Tu vas pouvoir venir t'installer à Propriano. Ah non, papé. Et pourquoi? Eh bien, parce que je fais une spécialité. Et quelle spécialité tu vas faire? Je fais la médecine du travail. Ah, enfin, ils ont reconnu que c'était une maladie. Ouais, bon, voilà. Ça commence un peu comme ça, c'est-à-dire que tu as parfaitement raison, Eric, de poser les termes que tu as posés autour de l'objet travail, et que là, il y a des confusions qui sont faites, et je veux juste vous demander de vous inspirer de ce travail remarquable d'un jeune ami qui travaille aussi avec Boris Cyrulnik, qui est à Toulon. Le travail est malade et il nous fait souffrir. On y reviendra tout à l'heure dans la discussion parce qu'il a posé des questions effectivement tout à fait intéressantes, notre ami Maxime Bellego, et je vous conseille de regarder ça. Alors, il y a quelque chose où on peut se dire aussi, c'est que pour nous tous d'ailleurs, c'est au fond trouver du sens dans ce qu'on fait. Et peut-être que pour Éric Fiat, que tout le monde connaît ici, qui est un philosophe, Éric Fiat disait accepter sa fatigue, c'est au fond accepter sa finitude au lieu d'essayer de la dépasser. Regardez, parfois les gens vous disent je travaille pour vivre. D'autres vous diront je vis pour travailler. D'autres diront avec un peu plus épuisé je travaille pour travailler. Donc vous voyez, la quête de sens, c'est vraiment central. Et le bien-être, ce n'est pas le bonheur. On pourra en discuter de ce rapport au bonheur qui me paraît, moi personnellement, qui m'irrite un peu quand j'entends que dans les entreprises, par exemple, il y a des CHO, c'est-à-dire des Chief Happiness Officers, comme si il fallait lier le bonheur au travail obligatoirement. Et j'ai envie de vous dire, vous, tous qui m'écoutez, qui me faites l'honneur et l'amitié de participer à ce webinaire, si l'un d'entre vous répond par l'affirmative aux 3 questions, est-ce que vous êtes fatigué lorsque vous pensez à votre travail? Au travail, avez-vous tendance à mettre de plus en plus de distance entre vous et vos patients? Est-ce que vous doutez de votre utilité au travail et du sens du travail? Alors, vous êtes en danger de burn-out, même si on reviendra sur ces définitions de burn-out tout à l'heure, j'imagine. Personnellement, et ça je l'ai trouvé grâce à Boris Cyrulnik,
Il y a une fable qu'on attribue à Charles Péguy. En fait, je n'ai jamais retrouvé dans l'œuvre de Charles Péguy, mais on s'en fout, peu importe. Mais c'est une fable que je trouve très belle. C'est la fable des casseurs de cailloux que peut-être vous connaissez ou que certains connaissent. Charles Péguy va en pèlerinage à Chartres et il voit un type vraiment très fatigué, transpirant, qui casse des cailloux. Il s'approche de lui, il lui dit « Mais qu'est-ce que vous faites, monsieur ?» « Vous voyez bien, lui répond, je casse les cailloux, c'est dur, j'ai mal au dos, j'ai soif, j'ai chaud, je fais un sous-métier, je suis un sous-homme. » Et il voit un peu plus loin un autre homme qui, lui, casse les cailloux, il n'a pas l'air mal. Alors, monsieur, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, je gagne ma vie, je casse des cailloux, mais je n'ai pas trouvé d'autre métier pour nourrir ma famille. Moi, je suis content d'avoir celui-là. Ça me permet de nourrir ma famille. Et alors, Charles Péguy poursuit son chemin. Il s'approche d'un troisième casseur de cailloux qui, lui, paraît alors absolument souriant et radieux, comme Sabriya tout à l'heure, et qui lui dit « Moi, monsieur, je bâtis une cathédrale. » Le fait est le même. L'attribution du sens est, vous me l'accorderez, totalement différente. Et l'attribution du sens vient de notre propre histoire et de notre propre contexte. Si on a une cathédrale dans la tête, eh bien, on ne cassera pas les cailloux de la même manière. Et quand vous aurez d'ailleurs assisté au colloque organisé par Mimétis et Éric Bardot, déjà, vous ne casserez plus les cailloux de la même manière. Donc, il y a différents niveaux de motivation et de désengagement, et il est très difficile d'en tirer une généralité. On a assisté il n'y a pas très longtemps, et ça continue toujours, le débat sur la réforme des retraites qui ouvre manifestement le rapport du travail douloureux, frustrant, etc. Alors évidemment, on peut se poser les questions par rapport à ça. Et pour ça, je reviens sur Maxime Bellego. Quand le travail est malade, on y souffre, nous explique Maxime Bellego. Mais on peut se rendre malade à force de travailler, autant que de ne pas travailler. Alors, comment peut-on comprendre cette proximité de besoins si opposés? Boris Cyrulnik a fait la préface de l'ouvrage de Maxime Bellego. Et il dit, ce que je trouve très intéressant, en fait, le mot travail et traumatisme sont très voisins sur le plan sémantique. Rappelez-vous que le tripalium, qui a donné le mot travail, était un instrument de torture qui servait à ferrer les cheveux, à ferrer les bœufs pour les faire travailler ensemble. Mais tout autant, le tripalium pouvait servir à tourmenter les hommes que l'on pouvait effectivement vous les punir par le travail. Regardez, on emploie encore ce mot pour parler des femmes qui accouchent dans les salles de travail où elles souffrent pour enfanter. De même, quand on est martyrisé par une idée inquiétante, on dit « ça me travaille tant que ça m'empêche d'être heureux ». Et tout à l'heure, j'avais un collègue médecin et qui est boxeur, il fait de la boxe anglaise, et il me disait, là, il sortait d'un entraînement de boxe et il me disait « je l'ai travaillé au corps ». Oui, c'est intéressant. Alors, selon effectivement l'attribution, encore une fois, le sens est un vocable surdéterminé. Il y a l'idée, bien sûr, de direction, de signification, mais aussi de sensorialité. Voilà. Donc, quant au mot traumatisme, il a une signification voisine. Tout à l'heure, Éric parlait de, effectivement, cette notion de résilience. Eh bien, le mot traumatisme a une signification voisine puisqu'il décrit un choc qui peut modifier le corps ou la personnalité, ce qui, d'une certaine manière, est une définition proche de la résilience. Alors, la question, c'est est-ce que l'homme est le seul animal qui doit travailler? C'est une bonne question, hein? C'était Emmanuel Kant qui avait dit ça. Et le débat sur la réforme des retraites a questionné, bien évidemment, directement le rapport humain au travail. Alors, on peut dire plaisir ou nécessité. J'ai un tout petit problème. Bon, c'est pas grave. Plaisir ou nécessité, plaisir ou devoir. Pourquoi travailler d'abord? Il existe, à mon sens, plusieurs réponses possibles à cette question. Le plus souvent, le travail apparaît comme une nécessité économique, ça c'est évident, à laquelle nous sommes tous contraints contre notre gré pour pouvoir gagner notre vie tout simplement, et donc ne plus avoir à travailler et pouvoir profiter du loisir que l'on a amplement mérité puisque nous l'avons d'une certaine manière acheté. Dans le meilleur des cas, notre marge de liberté, eh bien, je dirais, ne consiste pas à avoir la capacité de choisir un travail plus confortable ou plus intéressant, c'est-à-dire qui correspondrait mieux à nos propres, je dirais, comment je vais dire ça, dispositions de caractère. Alors la question, d'où ça vient cette idée de Kant? Est-ce que c'est un commandement issu de Dieu, du Créateur, d'une nécessité sociale pour se rendre utile aux autres, d'une exigence de la raison elle-même?
Bon, Kant ne le précise pas, même si dans la suite du texte, il imagine par une sorte de raisonnement par l'absurde ce qu'il serait arrivé à Adam et Ève s'ils n'étaient pas restés au paradis, s'ils étaient restés au paradis. Est-ce qu'ils auraient autant chanté les chants pastoraux et joui de la nature? Non, répond le philosophe. Il estime que les ennuis les auraient torturés. On est dans le bore-out que disait Eric tout à l'heure. Donc, autrement dit, l'homme doit être occupé. Autant dire que ce qui est pris comme un châtiment divin, ou pour être pris pour un châtiment divin, mérite plutôt d'être considéré comme une bénédiction, c'est-à-dire dire une bonne parole, ce qui permet à l'être humain de se sauver du néant et d'une existence oisive et vaine. Je me rappelle que quand j'étais petit, mon père disait toujours « l'oisiveté est mère de tous les vices ». Mais ça, on l'a tous entendu. Alors, là aussi, on a toute cette notion de culture, d'éducation autour de ça, et force est de constater ici, c'est quand même dans cette assistance essentiellement, j'imagine, des soignants, eh bien que le métier de soin est certainement l'un des plus riches et des plus complexes, car il faut quoi? La rencontre, accueillir la douleur physique et morale du patient, une centration sur ses propres ressources pour l'aider, et toute la journée, eh bien, le patient, le soignant est centré sur la douleur visible ou audible, et puis on essaie de comprendre par rapport à la moindre mimique, par rapport au moindre mot, pour se connecter à ses émotions. Et nous le savons très bien, la technique est bien pauvre sans la qualité relationnelle, et même si elle reste vitale pour certaines situations, si j'ose dire, ou certaines approches, la puissance de la relation est en quelque sorte, je dirais, une sorte de turbo thérapeutique. Car si le soignant n'était qu'un technicien, aussi compétent soit-il, il serait fatigué le soir venu d'une lassitude attentionnelle, voire physique. Car c'est ça le problème, c'est cette capacité d'attention, de présence, d'accordage, pour reprendre les termes chers à Éric Bardot, et car s'il n'était qu'un technicien, eh bien, il ne serait pas frappé par la douleur qui n'est pas la sienne, éclaboussé par la souffrance étendue, ou encore même dépassé par la complexité humaine. Donc, vous voyez la difficulté. Je pense que nous allons tomber d'accord sur le fait que, je dirais, notre exercice est bien loin d'être binaire et ne se limite pas à un succès versus une défaite, car tout n'est pas guérissable et tout n'est pas non plus objectivable. Donc, j'ai envie de dire que le métier de soin, ce n'est pas un métier comme les autres. Et ça peut faire le lit, effectivement, de ce qu'on peut appeler une fatigue, on peut dire compassionnelle. Vous savez, le mot burn-out est venu d'ailleurs d'une histoire après la publication de Claude Weil en 1959 des états d'épuisement au travail. Mais c'est un psychiatre dans une free clinic, je crois, du côté de New York, qui s'appelle Herbert Freudenberger, qui avait créé le terme en 1970 à propos de l'état mental de jeunes volontaires qui travaillaient dans cette clinique de toxicomanes. Ils n'en pouvaient plus, quoi. Et la psychologue clinicienne Christina Maslach et son équipe ont créé en 1975, vont formaliser la définition du burn-out par 3 composantes de l'épuisement professionnel sur lesquelles on reviendra tout à l'heure. Et au Japon, c'est encore un autre mot, il y a un autre mot qui est carrément encore plus tragique puisque c'est karoshi, qui veut dire la mort par la fatigue au travail. Et très vite, ça a été une popularité absolument incroyable de ce terme. Personnellement, on a envie de dire que est-ce que le burn-out est une maladie du trop ou du trop-plein? Oui, je crois que c'est fondamentalement une maladie du trop, c'est une maladie de l'excès, c'est une maladie du déséquilibre et de l'enthousiasme. Mais on va voir que c'est peut-être pas aussi évident que de dire, encore une fois, de désigner le travail en tant que tel. Parce que, réfléchissons, heureusement qu'il y a du trop, heureusement qu'il y a de l'excès, heureusement qu'il y a du déséquilibre, car rien de grand dans l'histoire de l'Occident, rien de grand dans l'histoire même de la créativité ne s'est fait sans déséquilibre. Rappelez-vous, Michel-Ange a peint à moitié couché contre un plafond pendant 6 ans, vous entendez, pendant 6 ans, pour faire la chapelle Sixtine. C'est un immense déséquilibre, bien sûr, et toutes nos sociétés, d'une certaine manière, est le fruit, quelque part, de cette créativité, de cet engagement, de ce déséquilibre. Alors, c'est vrai que le médecin, le soignant, le psychologue, le psychiatre ont à faire face à cette difficulté qui est liée à l'empathie et on ne peut pas nous demander comme ça, brutalement, d'avoir une blouse en tant que médecin qui serait imperméable aux émotions. Ça n'a rigoureusement aucun sens. Donc, ce que j'ai apprécié, voilà, je reprends les 3 éléments décrits par Christina Maslach, un sentiment de manque d'énergie ou d'épuisement, un retrait vis-à-vis du travail
avec même ce qui est très caractéristique, je l'ai vu vraiment chez les deux collègues psychiatres et médecins généralistes, c'était l'apparition du cynisme lié au travail. Et là, quand il y a du cynisme, là, il faut faire très attention, avec ensuite une perte de l'efficacité professionnelle. Du coup, on en arrive au mot fatidique, le mot stress. Ah, je vois bien, il y a trop de stress et travailler fatigue. Alors, avec mon ami Fabrice Legja, avec qui nous faisons des formations sur la prévention du burn-out ou de l'épuisement professionnel, on pourrait jouer sur l'acronyme STRESS, ça veut dire sentiment de travail rébarbatif, épuisant, sacrifiant la santé. Ah, c'est pas mal. Et ça donne bien le registre dans lequel on est effectivement quand on est dans cette fatigue compassionnelle. Rappelons-nous que le burn-out en anglais, c'était au départ une histoire de voiture et de moto qui servait principalement, on faisait chauffer les pneus en accélérant tout, en bloquant partiellement ou non les roues, pour obtenir une meilleure adhérence au sol avant la course. Donc, on brûlait véritablement la gomme, comme on dit. Et puis, le terme qui est central, c'est le mot stress. Problème de sémantique. C'est incroyable quand on lit la littérature sur le mot stress, jamais les gens précisent, ou très rarement, est-ce que c'est la cause, le stresseur, est-ce que c'est l'effet, l'issue, ou est-ce que c'est le stress, la transaction? Alors, vous savez, moi j'ai encore lu, là, en vue de travailler un peu quand même ce webinaire, la relation au stress. Et presque toujours, j'entends qu'il y a du bon et du mauvais stress. Hein, il y a plus de 100 000 papiers autour du stress. Jamais le stress n'est considéré comme bon. C'est juste une contre-vérité. Je crois que la grande différence, ce n'est pas le bon et le mauvais stress. Il y a du stress qui est moins perturbant, il y a des stress moins perturbants. Et il n'y a pas très longtemps, je suis allé à Paris. Alors, je vais vous donner l'exemple de comment je divise les choses. Moi, je les divise en stress subi et stress choisi. L'autre jour, j'étais à la gare de Bordeaux. Il était 7h24 et tout d'un coup, j'entends ce message. « Mesdames et messieurs, votre attention, s'il vous plaît. » Vous savez quoi? Quand ça commence comme ça, j'ai d'ailleurs appris par cœur le message. « En raison d'une sortie tardive du dépôt. » Allez savoir ce que ça signifie, une sortie tardive du dépôt à 7h24 du matin. À mon avis, le cheminot, il ne s'est pas levé. Le train TGV numéro 5 en provenance d'Hendaye à destination de Paris-Montparnasse, prévu à Bordeaux à 7h24 sur le quai numéro 2, est prévu avec un retard de 5 minutes. Alors les imbéciles, quoi. Il nous a tenus pendant 10 minutes, il nous a fait cuire à petit feu, tout ça pour nous dire qu'on n'aurait que 5 minutes de retard. Là, c'est du stress subi, vous ne pouvez rien faire d'autre. C'est du stress subi. Par contre, là, maintenant, je prends la parole devant vous. Je ne suis pas au milieu des miens, bien sûr, mais il y a quand même des gens ici qui sont mes amis, avec qui j'ai beaucoup d'affection. Mais peu importe que ça me stresse, c'est mon boulot, si je l'ai accepté. Donc là, c'est du stress choisi. Vous voyez la différence quand même, c'est fondamental. Au fond, il y a 3 types de stress. Il y a le stress aigu, qui n'est pas le plus dangereux quand même. Sinon, on est vraiment dans les fractions traumatiques. Mais là, on a souvent un retour rapide à la normale. Le deuxième stress, c'est le stress post-traumatique. On a beaucoup parfois en tant que soignant, pas même dans une dimension, par exemple, empathique, les effets ressentis longtemps après le stress aigu. J'ai eu cette relation au stress la semaine dernière en écoutant une histoire qui m'a perturbé, m'a donné quelques cauchemars. Et puis, là où le stress est vraiment celui qui nous concerne dans la relation au travail, dans le lien au travail, c'est le stress chronique, c'est-à-dire qu'il vient d'une exposition lente, lancinante à des agents, à des stresseurs. Et c'est là où on abaisse notre système immunitaire, c'est là où Éric Bardot a raison en disant on va inviter des termes qui sont plus ou moins associés, c'est-à-dire c'est le bore-out, et là je pourrais presque m'amuser aussi à dire le bore-out, c'est l'ennui au travail. Donc, avec l'acronyme, ça serait situation de travail rare, ennuyeux, sacrifiant la santé. Ça peut être le brown-out, la perte de sens au travail qui nous intéresse tout particulièrement. Là, c'est dans le mot stress, je fais l'acronyme stupide, travail répétitif, exaspérant, sans satisfaction. Et puis, vous avez le burn-in qui précède le burn-out. On va dire le stress, c'est semblant de travail réel, errant, mais sans stratégie. Bon, donc on a compris que dans la perte de sens, ça me fait penser à la devise Shadok, là, qui me vient maintenant, il vaut mieux pomper même s'il ne se passe rien que de risquer qu'il se passe quelque chose de pire en ne pompant pas. Voilà, c'est à peu près la devise Shadok. Bon. Passons là-dessus, il y a aussi bien sûr le monde aujourd'hui du burring. Alors tu ne l'as pas cité ça, Eric.
le blurring. Le blurring, c'est quoi? C'est la disparition de la frontière entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Autrement dit, c'est la maladie de l'hyperconnexion. Ça concerne les perfectionnistes, ceux qui manquent de confiance en eux, ceux qui ont toujours peur d'être pris en défaut. Donc, c'est la pollution aujourd'hui de la tyrannie des écrans, et Dieu sait que ce n'est pas uniquement les jeunes, hein, il y a aussi des adultes, grands adultes, qui sont pris là-dedans, qui sont dans cette hyperconnexion, mais paradoxalement, qui ne sont plus connectés à eux. Voilà. Et alors, ce qui est quand même incroyable, et je pense que ce serait bien qu'on en parle, mais nous, en France, il n'y a pas de reconnaissance pour l'instant officielle par la sécurité sociale de cette charge de travail, de ce burn-out, de ce brown-out ou bore-out, peu importe, qui est au carrefour de multiples spécialités. Alors que là, ça vient d'être publié, je crois que c'était le mois dernier, l'Allemagne, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la France, bientôt la France, l'Italie et la Suède, maintenant, oui, c'est reconnu. Donc, l'idée géniale de Maxime Bellego, c'était quoi? C'est de prendre le travail comme si c'était un patient. Génial comme idée, on a l'impression qu'on est en thérapie narrative. C'est-à-dire qu'on en fait presque un personnage. Et il dit ceci, si le travail venait me consulter en ce moment, il m'apprendrait beaucoup. Il me dirait tout d'abord qu'il a eu une période de changement, pas vrai, accompagnée, et qu'elle date de l'heure industrielle. C'est la production de masse, c'est le taylorisme, ou c'est le toyotisme, encore plus, hein, où là, on est dans la dynamique des flux. Regardez, là, par exemple, j'ai fait une ordonnance la semaine dernière pour un médicament important par rapport à une commercialité. Ah, la pharmacie m'a appelé. Écoutez, docteur, on est embêté, on l'a plus. Ouais. Voilà, on est à flux tendu, comme on dit. Alors tout ça joue, bien sûr, bien évidemment. Et comme d'habitude, lorsque le cerveau ne parle plus, ben, le corps prend le relais. Migraine, maux de ventre, insomnie. Et déjà, d'ailleurs, les travailleurs de l'époque, je me rappelle, il y a quelques décennies, disaient « Quand je vais travailler, j'ai la boule au ventre ». N'empêche que ça parle. Mais est-ce que la personne qui vit un burn-out, je me rappelle de cette collègue qui est une brillante d'ailleurs généraliste, qui a fait un burn-out qui m'a vraiment inquiété, parce qu'elle avait quand même une idéation suicidaire, eh bien, alors qu'elle est vraiment hyper formée et hyper formée à vraiment plein de dimensions psychothérapiques, elle écoute d'elle-même, elle pratique la méditation et en même temps, elle s'est laissée embarquer par ce courant et à un moment, elle n'était plus à l'écoute de son propre corps qui envoyait des signaux en permanence. Et puis, on a une troisième crise, effectivement, qui serait aujourd'hui du côté de l'hôpital. Et je salue ici mon ami André Grimaldi à la Pitié-Salpêtrière qui a créé vraiment une commission d'études autour de ça, parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est rentabiliser le service public, en faire comme une industrie, comme une entreprise, et on sait le danger qu'a représenté toute la T2A. Donc, peut-être qu'on peut déjà poser les choses ici, Eric, et peut-être tu as envie d'intervenir sur ce que j'ai dit, puis après, on peut regarder quels sont les différents modèles, puis les différents remèdes qu'on pourrait proposer, enfin remèdes. Moi, je pense que si vous allez déjà au congrès s'accorder, co-créer et transmettre, déjà, ça va aller mieux. Merci, Gérard. Disons que tu as dit énormément de choses. Je vais reprendre quelques éléments. Je crois que effectivement, quand on parle du travail, c'est parler de la question de la place du travail et du sens du travail dans l'existence humaine. Et il me semble que on est justement aujourd'hui à une période aggravée par le Covid où la question du sens du travail dans notre existence est venue télescoper les gens de manière extrêmement importante. Pourquoi? Parce que avec la, comment dirais-je moi, l'isolement imposé, ça crée un espace de vacuité où les gens où nombre de personnes se sont posé la question où il est venu se télescoper la question du sens. Et avec un élément qui me semble tout à fait important. Déjà, le premier point, c'est qu'on a construit une société qui est complètement centrée sur l'action. Et c'est comme si l'action fonctionne comme une action en soi, et que le travail est une action en soi.
et où la finalité, elle s'est construite sur la réussite sociale. Comme si la reconnaissance dans la réussite sociale pouvait en retour venir compenser la relation affective. Et je vais même aller plus loin, c'est que qu'est-ce qui est venu questionner le Covid à travers ça? C'est que c'est venu questionner quand même cette idée de notre société occidentale matérialiste et moderne, c'est, voilà, on pourrait le résumer comme ça, c'est consommer, produisez, réussissez en accumulant, et en retour, vous serez heureux. Et nous, on s'occupe du reste. L'ennui, c'est qu'il me semble que ce qui s'est passé avec le Covid, c'est que toutes les personnes pour lesquelles la position, comme tu as décrit, de travail dans leur vie était une position de devoir et de contrainte, eh ben, ça est venu créer le doute et c'est venu effondrer la réalité de ce discours-là. Ce d'autant qu'on voit bien aujourd'hui, et là c'est un vrai problème chez les adolescents et chez les adultes jeunes, que aujourd'hui le travail ne garantit plus la réussite sociale, et d'ailleurs c'est tellement vrai qu'il suffit de voir les jeux télévisés, les sommes faramineuses qui sont proposées, je ne parle pas des jeux d'argent, mais des jeux télévisés, les sommes faramineuses qui sont proposées, et comme si aujourd'hui, l'ascenseur social, il faut, tu sais, tu connais Lord Dali, le jugement de Dieu, donc on appelle le hasard quand la réussite n'est plus instituée par la société. Donc ça reprend la question du travail et la question du sens. Sauf que comme tu l'as bien dit, la question du sens, elle est dans quelle intention je vais travailler et qu'est-ce que j'attends du travail, et je ne peux pas. Et aujourd'hui, attendre du travail juste un confort matériel construit aujourd'hui une impasse et vient poser la question de qu'est-ce qu'on fait par rapport à cette impasse. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui confronté au fait que, toi qui aimes bien je me dis, c'est un peu la question du veau d'or, quoi. C'est ça. C'est-à-dire l'appropriation et l'accumulation des biens n'amènent pas au bonheur. Et à ce moment-là, j'en fais quoi? De surcroît, notre société de plus en plus complexe, en retour, développe une technologisation, une technocratisation qui réduit le nombre de personnes dans ce terme absolument affreux qui est l'agentisation. Et réduire la personne à exécuter une tâche pour laquelle, en fait, le sens est aux abonnés absents. Souvent, les donneurs d'ordre ou les enjeux sont aux abonnés absents. Et en plus, où aujourd'hui, comme tu le dis, entre le travail et le télétravail, et en plus, on a vu avec le Covid une accélération considérable et qui n'est pas finie de la présence de l'intelligence artificielle et des métaverses, on voit bien qu'on rentre encore plus dans un univers virtuel déconnecté du réel et de plus en plus, me semble-t-il, déshumanisé, désaffectivé. Et quand tu parles des soignants, c'est un élément caricatural. Je viens du monde de l'entreprise et ma famille paternelle est du monde de l'entreprise. Pendant mes études de médecine, je veux dire, mon père a été, comme un fondeur, a été un des premiers à recruter avec ses collègues patrons de fonderie un médecin pour aller vérifier les arrêts de travail. Parce que l'idée à l'époque, dans les années 70-80, c'était que la santé plombait l'économie et qu'il fallait absolument réduire le coût de la santé
pour que l'économie soit florissante. Et on voit bien que la vision du travail était une vision centrée essentiellement sur la réussite matérielle et l'appropriation, et qui a amené un management, comme tu l'as décrit, qui a un management taylorisme, je ne sais plus quel nom tu as. Toyota, c'est Hein, l'usine Toyota qui avait inventé le flux, la notion de flux. voilà, C'est tout à fait. Or, on voit bien qu'aujourd'hui, ce modèle mène à une impasse et pose la question de quelles alternatives. Maintenant, l'ennui, c'est que si on prend la question du sens, j'ai fait référence, là j'étais en train de lire un texte là-dessus d'un Viktor Frankl qui posait très bien la question du sens de la vie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas occulter qu'une de notre spécificité d'être humain, elle contient également, comme elle contient la nécessité d'une nourriture affective suffisante, elle contient la question du sens et notre conscience réflexive. Si on a l'accès au langage et à la conscience réflexive, ça veut dire qu'on a accès à la question du sens et on ne peut pas se contenter de dire le sens, c'est se réduit à l'agir. Et l'agir de manière claire ne peut mener qu'à l'épuisement. On est quasiment dans un scénario à ce moment-là, et d'ailleurs on le voit bien dans la compulsion au travail, dans un scénario addict. Et ça va même plus loin. Aujourd'hui, quelle est la drogue qui va prendre le devant de la scène? C'est la cocaïne. Et la cocaïne, elle envahit le monde du travail parce que, centrée sur la performance, il faut absolument faire face. Et comme tu le dis fort justement, ça mène à des positions de toute puissance. Et la position de toute puissance, ça mène à quoi? Ben, de manière logique, à la menace d'effondrement. Je t'entends plus. Dans ces diverses variations, pose la question des limites, et la question des limites pose la question du sens. Et amène à cette question essentielle par rapport au travail, de repenser le sens du travail, le sens de l'entreprise, je veux dire, dans l'histoire humaine, pour demain et pour les générations futures. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, je pense qu'on vit quelque chose qui est très, très compliqué et je ne sais pas si ce bateau ivre, on va pouvoir changer son cap parce que on en arrive à une situation qui est hallucinante, c'est que le monde occidental qui se voulait, entre guillemets, qui se veut toujours libéral, arrive aujourd'hui à avoir développé, alors pour s'être défendu contre le marxisme à fond, y compris à travers le macartisme, on est aujourd'hui avec quelque chose qui est, comme tu le disais très bien, du côté de l'hyper-performance permanente, de la rentabilité maximum et en même temps d'une bureaucratie administrative digne du soviet suprême. C'est un truc de fou, quoi. Et je rajouterais quelque chose de tout à fait essentiel, c'est que pour que la production continue, il faut maintenir les gens dans une insécurité. L'exemple concret, par exemple, on peut prendre l'exemple du smartphone où la démultiplication fait et les nouveaux produits sans arrêt fait que tu ne peux jamais t'approprier totalement le produit que tu as. Et on le voit bien dans la production de technologie aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas que tu t'appropries totalement pour que tu aies envie d'acheter le produit suivant qui va être réputé plus performant. Donc ça crée un effet d'instabilité et que cette instabilité crée une insécurité qui participe de créer la dépendance. Oui, ben on l'a bien vécu dans la période Covid, qui risque d'ailleurs de revenir sous une autre forme, mais enfin, je crains malheureusement qu'on a toutes les conditions pour que ça revienne. Et Hannah Arendt, dont on disait un mot, parce qu'en filigrane, elle avait déjà tout bien compris de ça, elle disait que quand tout le monde vous ment en permanence, le résultat n'est pas que vous croyez ces mensonges, mais que plus personne ne croit plus en rien. Un peuple qui ne peut
plus rien croire, ne peut plus se faire d'opinion. Il est privé non seulement de sa capacité d'agir, mais aussi de sa capacité de penser et de juger. Et je renvoie au travail magnifique d'ailleurs du dernier bouquin de notre jeune centenaire qui s'appelle Edgar Morin, qui dit qu'aujourd'hui le problème de la crise, ce n'est pas la crise économique telle qu'on la pense, c'est une crise du penser. C'est-à-dire qu'on n'a pas de temps. Voilà, le problème, c'est la temporalité qui est là. Et cette temporalité, elle a été gommée parce qu'on est toujours dans la performance du toujours plus, du sprint, quoi. Et donc, là même, le bonheur de pouvoir échanger, de pouvoir parler de ça, c'est s'ouvrir un espace de parole où on peut dialoguer. Ça ne veut pas dire qu'on a les solutions, mais on va mettre des mots sur nos difficultés de soignants, que chacun va intervenir en disant ben oui, mais moi, par exemple, le télétravail, ça m'aide, ça m'a permis de respirer. D'autres diront le télétravail, si vous voulez, je vois toujours les mêmes personnes, je vois toujours les mêmes lieux. Non, on a besoin de changement aussi. Il y a une singularité qu'il faut respecter. Mais n'empêche que aujourd'hui, le problème, et qu'a très bien souligné Maxime Bellego, et ça je le remercie, c'est que quand quelqu'un vous dit aujourd'hui, si vous dites dans votre entreprise, puisque tu es d'une famille d'entrepreneurs, si quelqu'un te dit mais j'y arrive plus, alors, tout de suite l'interprétation, ça va, c'est quelqu'un de fragile, c'est quelqu'un qui n'a pas résolu ses problèmes personnels, enfin c'est lui le malade, quoi. Grosso modo, le symptôme arrive, c'est lui le malade. Mais non, quelqu'un qui ne sait pas s'adapter dans une société qui est devenue anormale peut être parfaitement sain, quoi. Et là, je renvoie au film avec Vincent Landon ou Adieu les cons, quoi. Celui qui est marginal, curieusement, c'est celui qui ne s'adapte pas à une société qui ne va pas bien. La question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Simplement, aujourd'hui, il y a le harcèlement moral, on l'entend sans arrêt. Il y a plein de mécanismes qui rendent compte de l'évolution vers un effondrement ou un burn-out. Mais je crois qu'il y a quelque chose qui est parfois plus pernicieux, voire plus pervers encore que ça. C'est quand un dirigeant dit à une personne qui s'effondre un peu sur un mode non pas dépressif, car il ne faut pas confondre burn-out et dépression, c'est vraiment une usure. On a consommé toute la paraffine, il n'y a plus rien, il n'y a plus de jus, quoi. Alors, ça peut aller vers la dépression, mais ça, c'est autre chose. Mais quand un entrepreneur ou un directeur dit des ressources humaines, nom qui m'a toujours énervé d'ailleurs, parce qu'il devrait être un directeur humain des ressources, mais pas un directeur des ressources humaines, mais enfin, peu importe, et qui dit à la personne « Ah, je ne pensais pas que vous étiez aussi fragile », c'est une parole de mort, ça. C'est une parole qui fracture, c'est une parole qui blesse infiniment plus que dire vous n'êtes pas compétente. Il y a des violences qui sont, je dirais, implicites comme ça et qui font incroyablement du dégât, quoi. Voilà. Alors que la fragilité, pour reprendre la formule de Shakespeare, l'essence de l'homme est de verre. Heureusement que nous sommes fragiles. Et si on prend La Fontaine, la fable La chaîne et le roseau, il vaut mieux être flexible et puis savoir ne pas s'adapter, quoi. Je pense que le problème d'aujourd'hui, c'est jusqu'où on va continuer comme ça, quoi. Jusqu'où on va accepter d'être les moutons d'un système qui est aux mains de, je redis ce que tu as dit tout à l'heure, hein, Eric, le veau d'or. Voilà. Et quand tu n'es pas dans l'axe du veau d'or, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a deux choses. Quand tu n'es pas dans l'axe du veau d'or, tu dégages. Et il y a même des gens qui sont formés, je le sais, parce que j'ai un patient qui est formé à ça. Il est formé pour faire du dégagisme. C'est-à-dire à un moment, celui qui n'est plus dans l'axe de la ligne des processus, des process, etc., il faut le dégager. Comment le faire pour le dégager? C'est-à-dire pour qu'il donne sa démission et que ça ne nous coûte pas trop cher en termes d'entreprise. Ça, c'est le premier point. Et puis, il y a un autre point également qui est hallucinant, mais qui existe. Je le sais, parce que j'interviens quand même un petit peu dans mes entreprises aussi. C'est le gars qui est hyper adapté, les choses fonctionnent bien, il est dans une bonne adaptation, on pourrait dire avec Piaget, c'est déjà une forme d'intelligence, ok. Et bien justement, puisque ça va bien, autour de lui, son équipe et son staff, ça marche bien, et bien non, ça ne va pas, parce que justement, il pourrait faire plus. Et là, il y a une pression, comme quoi la pression vient de l'extérieur, et que ce n'est pas le patient ou l'employé, le salarié, le soignant qui est malade, c'est la pression qui vient de l'extérieur. Et cette pression, elle joue sur un facteur essentiel qui est la temporalité. Au fond, il y a trois dimensions du temps. Il y a l'aion, ou le cyclos, on va le dire en grec, mais c'est l'aion, c'est respecter les saisons, c'est vivre au rythme de la nature. Et d'ailleurs, entre parenthèses, c'est un bon soin pour le burn-out, hein, c'est d'aller marcher en forêt, mais pas que. C'est retrouver les rythmes de la nature. 2, retrouver le rythme du sommeil aussi. 2, le deuxième,
c'est effectivement le chronos, celui qui nous bouffe là. Reprenez le tableau de Degas, hein, Chronos qui dévore ses enfants. Hein, c'est le temps, c'est celui dans lequel, là, il nous reste encore combien de temps, là, Eric? Voilà, c'est le temps. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire dans le temps qui nous est imparti? Et puis, c'est le Kairos. Alors, le Kairos, c'est intéressant, c'est ce petit être chauve de milieu là qu'il fallait attraper par les cheveux, le moment opportun. Mais ça nous renvoie à l'essentiel de tout ce qui est d'ailleurs dans s'accorder, co-créer et transmettre. Oui. C'est développer la véritable présence et non pas l'hystérie de l'instant. Oui. Parce qu'une véritable présence prend en compte le passé et en même temps se dégage vers l'avenir, c'est-à-dire le mot présence dans son étymologie, c'est faire un pas vers, c'est avancer vers, mais en même temps, avec le grand oublié de tout ce qu'on évoque depuis tout à l'heure, le grand oublié, c'est quoi? C'est le corps. Le grand oublié, c'est la relation au corps d'abord, puis la relation aux autres. Donc, au fond, on est dans les trois paysages de la thérapie narrative, on est bien d'accord. Hein, il y a moi et le monde, l'action, il y a moi et l'autre, au commencement et la relation, et tout est relation, et s'il n'y a pas de relation, il ne se passera rien, ou on va tous aller au burn-out. Et puis, si l'autre, c'est la relation de moi à moi. Voilà. C'est-à-dire, c'est l'identité et l'intentionnalité qui est derrière. Voilà. Et les valeurs, bien sûr. J'ai trop parlé, peut-être. Je n'aurais pas dit ça comme ça, mais bon. Mais par contre, là où je te rejoins, c'est sur la question de la présence. Et effectivement, cette présence, c'est cette présence qui permet et d'un côté la réflexion et de l'autre côté la création. Et donc, qui permet d'activer les processus d'anticipation et la capacité à se projeter. Or, la question du sens nécessite et la création et la réflexion et la capacité à se projeter. Et qu'à partir du moment où se crée l'effet de saturation, que ce soit dans la répétition, dans une répétition sans sens, que cette répétition soit dans la surstimulation ou la manque de stimulation, ou même la perte de sens, ou les confusions de limites, dans tous les cas, elle arrive à l'usure et à l'épuisement. Et pose la question de l'isolement et aussi de la perte du dialogue. Et ça veut dire qu'en fait, on rentre dans un processus de déshumanisation. Et qui est d'autant plus inquiétant, me semble-t-il, que quand on voit aujourd'hui, là, et accéléré par le Covid, ce que ça donne chez un certain nombre d'enfants et d'adolescents, qui pour moi, aujourd'hui, quand ils disent « je ne veux plus aller à l'école », je ne suis pas convaincu qu'on est dans des phobies scolaires, mais bel et bien, non, mais je refuse ce monde-là. Et je m'enferme dans ma chambre, et je vis dans ma chambre avec mon ordinateur dans lequel je pars dans des mondes virtuels, et je refuse la réalité de ce monde des adultes. Tout à fait. Et comme je te rejoins tout à fait en disant que si on prend le problème pour un problème d'adaptation, ça veut dire qu'on demande à quelqu'un de se réadapter à un environnement et à un monde qu'il perçoit comme justement étant très problématique en termes d'adaptation. Oui, alors peut-être que Sabrina se rappellera d'ailleurs de cette personne. Je suis incapable de retrouver son nom. J'avais fait un webinaire autour de l'épuisement professionnel et du burn-out, et il y avait quelqu'un qui était intervenu et qui avait dit comment se fabrique le burn-out à partir, elle a trouvé un néologisme qui est assez parlant quand même. Elle a parlé de terridéalité. Ça veut dire quoi? C'est un néologisme qui compose deux mots, terreur inconsciente et idéalisation. Donc, terridéalité. C'est-à-dire, elle engendre une pseudo-réalité, ce que tu viens de dire, un monde fantasmatique genre terre promise, et un tel système défensif qui vient des processus reposant sur des injonctions inconscientes. Être un super-héros, sinon rien. Si tu as un problème, c'est que toi-même, tu as un problème. Tout est possible avec des solutions. L'idéal, c'est toujours plus. Ce qui compte, c'est le compteur. Et tout doit disparaître dans une accélération temporelle et spatiale. Avec ça, tu fabriques complètement le burn-out. Bon. C'est très infiltrant, en fait.
toutes ces injonctions qu'on a pu nous vivre ou recevoir, eh bien, c'est toujours très puissant, quoi, en quelque sorte. Maintenant, j'aimerais parler de quelque chose qui me semble important, et qui est aussi une dérive de notre société actuelle et qui participe de ça. C'est, me semble-t-il, et on l'a avec les soignants, mais on l'a avec les enseignants, on l'a avec, en fait, ce que j'appellerais tous les corps intermédiaires. C'est-à-dire que, euh, c'est-à-dire que si je prends le domaine, par exemple, du soin, il me semble, et je parle sous ton contrôle, que dans une société saine, dans toutes les sociétés humaines saines, la posture de guérisseur ou de soignant a tout le temps participé d'un compromis et d'un deal entre la communauté, les personnes, où la position, l'espace de soins est à la fois est accepté comme étant inclus et à la fois décalé par rapport à la société. Et c'est des espaces de triangulation, et je pense que c'est pareil pour, pour le, pour l'enseignement, mais je pense que c'est pareil pour l'entreprise. C'est-à-dire, en d'autres termes, qu'à partir du moment où la société n'accepte pas que c'est à la fois des espaces qui sont à la fois inclus et qui ont à la fois leur propre intime, eh bien, à ce moment-là, ça veut dire que l'individu n'est plus seul, devient seul face à la société, que la société s'infiltre partout. Ça veut dire que il n'y a plus d'espace de triangulation. À ce moment-là, on est dans comment dirais-je moi, dans une société, je vais dire le mot, qui en arrive tout simplement à créer des phénomènes d'aliénation. Parce qu'en tant qu'individu seul, s'il n'y a pas d'espace de triangulation, je veux dire, la société, c'est un monstre virtuel. Et qui sécrète en plus et de plus en plus des règles virtuelles. Et je pense qu'un des problèmes, quand tu parles de l'idéalisation, c'est que la question du sens, on le voit bien chez les soignants, on le voit bien chez nous, enfin, je sais pas, chez toi, ce qui t'a amené à faire médecine, mais il y a le sens de l'intérêt de soigner la détresse. Enfin, c'est porté par des valeurs universelles. À partir du moment qui me semble être, en tout cas, pour beaucoup d'entre nous, porté par des valeurs universelles, à partir du moment où ces valeurs sont attaquées et se transforment en rationalisation et concept opératoire, c'est-à-dire il y a un conflit, majeur sur, je dirais, ce qu'est valeur, et j'irai plus loin même, c'est qu'aujourd'hui, les croyances véhiculées, et comme tu l'as bien dit, les croyances véhiculées sur l'illusion, comment dirais-je moi, de la réussite, du progrès, que plus tu t'appropries, plus c'est le bonheur, eh bien, on voit bien que ça se réduit à l'état de croyance, mais que ça ne porte pas le sens de la vie et que ça n'a pas de valeur universelle, si je peux parler comme ça. Et là, je pense qu'il y a une véritable position de conflit qui est de plus en plus présente dans notre société, où on ne peut pas réduire les gens à des exécutants. Et en plus, à exécuter des tâches. On le voit bien, par exemple, dans les hôpitaux, nombre de soignants, si tu reçois des soignants, tu as partagé, qui vont me dire, mon boulot, c'est presque plus de rentrer des données sur l'ordinateur pour satisfaire une réalité virtuelle qui demande une comptabilité et des chiffres, que de m'occuper de la personne qui est en face de moi. Et ça, là, ça crée un véritable conflit de valeurs. Complètement. Complètement, et c'est même hyper grave parce que aujourd'hui, par exemple, on voit bien dans les hôpitaux les cadres, ce qu'on appelait dans le temps les surveillants de chef, etc. Elle est davantage derrière son ordinateur avec le tableau Excel pour gérer et planifier les lits, etc. Parce que c'est extrêmement difficile. Mais du coup, elle participe pas. Alors, elle applique les process. Et encore une fois, je le dis souvent dans les colloques avec toi, mais le soin est tout sauf une mise en carte.
Bah c'est oui. pas une mise en carte, c'est d'abord une relation. Bon, le problème, qui participe de cette relation? Si on a laissé partir l'organisation et la conception du soin avec des technocrates quand même qui appliquent les choses. Or, le problème aujourd'hui de cette technocratie, il y a un bon exemple, je trouve, c'est que quand on exécute quelque chose ou que l'on fait quelque chose, c'est bien d'avoir participé à sa conception. Grosse différence entre l'artisan et l'ouvrier, par exemple. L'artisan, ce qu'il conçoit, il le fait. Il l'a pensé, il le fait, et il le fait pour quelqu'un. Il le fait dans une relation. L'ouvrier, malheureusement pour lui, souvent on lui demande juste d'exécuter, d'être le plus parfait possible, le plus rapide possible pour la meilleure rentabilité. Et on va dire que le bon ouvrier, c'est celui-là. Là, il y a un problème quand même. Effectivement, je te rejoins tout à fait sur cette idée de conflit de valeurs fondamentale. Et qui m'amène à dire que, puisque tu parles d'artisans et d'ouvriers, qu'il y a à retrouver peut-être, je dirais, le concept de l'artisan. Voilà, moi, souvent, quand on me dit qu'est-ce que vous faites, je dis je suis artisan médecin, parce que c'est vrai, c'est la réalité. Et quand on est trop dans le concept et trop dans la théorisation, eh ben, on sait très bien qu'on s'écarte un peu de l'essentiel, quoi. Voilà. La théorie, ça nous permet d'apprendre de la distance. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas intéressante, mais ça peut être un piège aussi, quoi. Voilà. Toutes les théories sont faites pour un jour être dépassées, d'ailleurs, c'est pas moi qui l'ai dit. Oui, comme tu le dis, pour prendre de la distance. Voilà, c'est tout. Pour prendre de la distance, mais sans oublier la relation, sans oublier l'intuition. Puisque tu parles de l'intuition, je crois que c'est aussi quelque chose qui est, pour moi, tout à fait fondamental. C'est pour moi, on fait une erreur majeure quand on parle d'intuition. On le réduit à l'instinct, mais pour moi, l'intuition, c'est pas ça. Ah non, L'intuition, c'est l'acceptation inconditionnelle d'accueillir les effets de dissonance. Exactement. Et surtout pas chercher à les résoudre. C'est d'observer qu'est-ce qui va émerger des effets de dissonance. Pour moi, c'est ça l'intuition. Et je pense qu'il y a au niveau du soin, enfin, je veux dire de l'entreprise, comme au niveau du soin, comme au niveau de toutes les structures, c'est de penser que ce sont des constructions humaines et que les constructions humaines ne peuvent être viables qu'à partir du moment où il y a un sens partagé et une direction donnée. Et que la question posée, c'est pas que s'enrichir en propre, c'est que l'enrichissement ne peut pas se réduire à un enrichissement matériel. Là, tu poses le problème de la reconnaissance aussi, de la vraie reconnaissance. De la vraie reconnaissance. Oui. Et que l'enrichissement, d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on voit bien que certains nombres d'entreprises commencent à réfléchir à toutes ces questions-là et que commencent à prendre conscience qu'il faudrait s'orienter vers d'autres types d'organisation et de management. C'est-à-dire qu'en fait, qui soient des organisations vivantes. Ce qui me frappe d'ailleurs à ce sujet-là, c'est qu'on voit bien que dans la jeune génération montante, le rapport au travail, et on en a l'expérience au niveau de l'Institut, est complètement en train de changer. Aujourd'hui, c'est plus qu'est-ce que voilà ce que l'entreprise attend de toi. Aujourd'hui, c'est voilà à quoi doit me servir l'entreprise. Et il y a une inversion de position qui est tout à fait étonnante. Alors, tu peux préciser davantage là? Ça veut dire tout simplement que là où dans la vision actuelle classique, on va dire la personne est au service de l'entreprise et comment elle met ses compétences au service de l'entreprise. Aujourd'hui, dans la jeune génération, c'est comment l'entreprise va servir mes intérêts. Et on perçoit très bien qu'il y a un changement de position qui est en train de s'opérer, qui est très net, comme si aujourd'hui
le travail et l'entreprise ne perdaient finalement ce sens d'enrichir l'expérience et la vie humaine, quoi. Ça me paraît fondamental parce que là, on est en train depuis quelques mois, voire quelques années, à diaboliser le travail. Oui. Ce qui a d'ailleurs joué sur la réforme des retraites, entre parenthèses. Donc le travail, c'est pas bon pour la santé, rien faire, etc. Enfin, on connaît l'adage. Alors que le travail, c'est une vraie valeur en soi, dans la mesure où c'est vécu sur un plan au sein même de la relation et de la relation aux autres, quoi. Voilà. Et que la reconnaissance, elle tient compte aussi de ça. Et À un triple niveau, hein, comme tu l'as dit, à un triple niveau, c'est-à-dire à la oui. fois la relation singulière, comment à travers le travail je m'enrichis et je progresse, à travers la communauté, l'entreprise, mais c'est aussi à travers comment ça enrichit la société et comment la société s'enrichit. C'est-à-dire que il y a trois niveaux d'enrichissement, et c'est quand la congruence entre ces trois niveaux est en place qu'à ce moment-là, le travail crée cette dimension universelle. Mais à partir du moment où il n'y a plus ces trois positions et que le deal entre ces trois positions-là est altéré, effectivement, on en arrive à un travail soumission et contrainte. Et on est dans le devoir. C'est ça, c'est voilà, Emmanuel Kant. Oui. Et là, ça pose une véritable question. Mais ça pose aussi la question de est-ce que le quantitatif amène au bonheur? Alors, personnellement, je n'associe pas le bonheur au travail. C'est pour moi, parce que d'abord, même dans son étymologie, bona hora et mala hora, bonheur, ça veut dire une fraction de temps. Donc, oui. une bonne heure est toujours suivie d'une mala hora. Bon. Et que le bonheur, c'est une affaire tellement personnelle et singulière que je pense qu'on ne peut pas trop théoriser là-dessus par rapport au travail. La question, c'est davantage, encore une fois, c'est revenir davantage sur la notion du sens. S'il y a, entre guillemets, perception d'un certain bonheur, et on n'a pas prononcé le mot, j'ai envie de dire de plaisir, hein, eh bien c'est très important. Mais ça pourrait faire l'objet du 6e congrès de Mimétis, travailler, se réjouir et transmettre. Voilà, bon, enfin, pourquoi pas. Enfin, tu seras d'accord avec moi que le plaisir, il est d'autant plus riche qu'il est partagé. Eh bien, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est fondamental. Et que le plaisir solitaire, il finit bien souvent dans l'addiction. Oui, il commence dans l'addiction aussi. Enfin, bon, oui, il commence aussi dans l'addiction. D'accord. Peut-être il y a des questions, je ne sais pas, est-ce qu'on peut… Sabria. Oui, alors, merci pour ce temps d'échange dans lequel il y a eu beaucoup d'informations, de notions importantes. Et alors, j'avais une question, parce que la question de la notion de l'effondrement et du burn-out est venue à plusieurs reprises. Et est-ce que vous pourriez expliquer la différence que vous faites entre effondrement et burn-out? Pour moi, si tu veux, ça parle pas de la chose, c'est si tu veux, à partir du moment où tu rentres, si on dit que c'est un syndrome d'épuisement, c'est-à-dire que le syndrome d'épuisement, par définition, contient la perte de sens. Donc la perte de sens peut amener à l'épuisement, mais dans tous les cas, l'épuisement amène à la perte de sens. Et comme l'a dit Gérard, c'est-à-dire qu'à partir du moment, je veux dire, où le corps réagit, il envoie un signal sur les limites. Le problème, c'est qu'est-ce qui fait que la personne n'aperçoit pas les limites? Ben, c'est parce que tout simplement, c'est sa représentation du monde qui va s'effondrer. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'effondrement, c'est là où est la confusion. C'est que tant que la personne est dans la conviction que si son monde s'effondre, alors elle s'effondre, elle va lutter pour maintenir, si tu veux, une existence dans un monde qui l'amène à l'usure. Donc qui déjà contient l'effondrement.
Tu comprends? Winnicott disait l'effondrement, c'est être en dessous de soi. Oui. Ça montre vraiment on est même désolé parce qu'on n'a plus de sol. Oui, Voilà. Tu comprends? Et l'épuisement est là. C'est-à-dire que tu essayes de tenir des fondations qui sont plus là. C'est ça. Et que que tu te dis, mais si je ne maintiens pas cette illusion de fondation, alors c'est moi qui m'effondre, tu vois, en tant que personne. Et le corps, il est en train de dire, mais arrête, 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 arrête. Là, c'est moi qui suis en train de m'effondrer. Est-ce qu'à ce moment-là, ce qui me vient, c'est la notion de l'identité. C'est c'est une question d'identitaire aussi, quand on s'approprie. Quand il y a j'arrive pas à le dire, mais ça vient toucher à l'identité, en fait. Tout à fait, parce qu'à un moment, on est absorbé dans ce courant de la pression du temps, du flux, de la performance, de l'efficacité à tout crin, etc. Et qu'à un moment, on est comme exilé de nous-mêmes. À un moment, on le sent plus ou moins confusément, on n'est plus en nous, on n'est plus connecté à nous. Et le moment où on se reconnecte, eh ben, c'est un moment choc en même temps, parce qu'on réalise à ce moment-là qu'on était ailleurs et que le retour n'est pas si facile que ça, quoi. C'est pour ça que parfois les gens persistent dans leur boucle, je dirais, vicieuse, si j'ose dire. Enfin, on n'est pas dans le cercle vertueux, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, on se dit, à force, ça a peut-être fonctionné. Ben oui, mais non, on est dans la répétition du même à ce moment-là. Donc, on est dans la pulsion de mort, enfin, quelque part. Et puis, il y a une confusion qui est majeure dans ce moment-là et qui se révèle. C'est-à-dire que c'est la confusion entre exister dans les relations sociales et exister dans l'amitié. Or, quand tu vas être dans ce scénario d'épuisement, tu es dans la menace de perte de relations sociales. Et si autour, ton tissu affectif, tu vois, les relations sont pauvres, bah à ce moment-là, tu vas te retrouver désocialisé. Oui. Et aujourd'hui, ce qui est terrible, me semble-t-il, c'est que quand il y a ce processus de désocialisation, eh ben, la personne peut être laissée et se retrouver, tu vois, ben, si tu n'es pas dans le mouvement et de la performance, eh ben, les gens, ils tournent le dos, quoi. Oui. C'est-à-dire que tu ne fais plus partie. Tu n'appartiens plus à ce groupe-là. Tu sais, quand on est gamin, on éprouve tout ça peu ou prou, et quelles que soient presque les conditions d'environnement qu'on a pu avoir. Moi, je me rappelle très bien, à un moment, je faisais du cyclotourisme. J'étais jeune, hein, j'étais adolescent. Et donc, tu as tout un groupe, mettons 40, 50 cyclistes. Et puis, à un moment, toi, tu as un petit problème avec ton dérailleur ou j'en sais quoi. Et à un moment, tout le peloton, lui, il continue. Tu as ceux qui sont dans l'échappée et qui sont encore plus loin. Et toi, tu te retrouves comme un imbécile à l'arrière. Voilà. Et là, tu sens ce que ça veut dire, que tu n'es plus dans le monde, là. Qu'est-ce que tu fais? Tu te poses, tu arrêtes, tu fais du stop, tu triches, tu fais comment? Voilà. Alors, tu vois, si tu te dis, bon, bah, ils peuvent partir, moi, j'en profite, je pose mon vélo, je vais aller regarder, là, je passe à côté d'une forêt, je vais aller me balader, je regarde les trucs, je roule à mon rythme, et puis, bah, je les retrouverai au moment, mais au moins, j'aurai le plaisir partagé, je fais des petites rencontres. Bah, ça va. Eh ben, ça va, là, oui. Mais si tu es dans la performance, bah, tu te dis, ça y est, quoi, il n'y a plus personne avec moi. Ben voilà. Donc, à un moment, c'est bien, effectivement, cette capacité que tu viens de développer, là, Eric, en disant, bon, et après tout, est-ce que ce n'est pas une opportunité pour moi de me penser autrement, de vivre autrement les choses? Oui, bien sûr. Et ça, c'est important ce que tu dis, Gérard. Il me semble que ça, c'est un message essentiel. C'est le burn-out. Enfin, le syndrome de surmenage et d'épuisement est un moment de re-questionner le sens de son existence. C'est ça. Et que c'est un peu comme si c'est ça le message qui s'invite. Viens re-questionner le sens de ton existence. Comme dirait un de mes amis canadiens, il disait c'est une merveilleuse opportunité. Une merveilleuse opportunité. D'ailleurs, j'en profite pour dire, tu vois, puisqu'on est sur ce thème-là, que justement, on est en train à Mimétis
à l'Institut de développer une branche justement Mimetis Entreprise autour de ces questions-là et la question de modifier, d'amener je veux dire, les managers, les entreprises qui le souhaitent, à modifier leur vision de la relation au travail et surtout de la relation à l'appropriation, c'est-à-dire comment la production peut être orientée en direction de sens et de valeur, et non pas comme une fin en soi, parce que la production comme une fin en soi, c'est une catastrophe à l'arrivée. Bien sûr. Et c'est une catastrophe écosystémique. C'est une belle idée qui est écosystémique, effectivement, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, toute cette dimension aussi au travail est liée aussi à l'environnement. Ça représente 8% des dépenses. Ouais. Énorme. Merci pour ces éclairages et ces précisions. Concernant ta question de tout à l'heure, Gérard, il s'agissait de Laurence Pelletier qui a développé la notion de Voilà, merci Sabrina. réalité et qui a écrit, qui est psychosociologue, et clinicienne et chercheuse et qui a développé toute une approche, un travail de recherche sur la fabrique du burn-out. Je vais vous partager l'article qui est disponible sur The Conversation pour ceux qui sont intéressés, parce qu'elle développe ça dans une vision systémique. On peut partager aussi l'article que j'ai fait avec mon ami anthropologue sur l'effondrement, là. Oui. Si tu l'as reçu peut-être, Eric. Oui. Et alors, pour poursuivre... Je peux rebondir sur quelque chose, Sabria, qui me semble aussi important et qu'on n'a pas abordé. Oui. C'est l'obsession aujourd'hui aussi, dans cette vision technocratique, de tout ce qui est la traçabilité. Et qui pour moi est une véritable intrusion de l'intime. C'est-à-dire au nom de la transparence, il n'y a plus d'intime. Et s'il n'y a plus d'intime, il n'y a plus de capacité à penser, il n'y a plus de capacité à créer. Et ça, pour moi, c'est aussi comment dirais-je, quand je parlais d'intrusion du social dans l'espace, je veux dire des groupements humains, hein, que ce soit famille, entreprise, soins, etc. Au nom d'une bonne idée, d'une bien-pensance, pour moi, on en arrive à un scénario de maltraitance qui participe aussi du syndrome de surmenage et d'épuisement. Je ne sais pas ce que tu en penses, Gérard. Oh ben, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis là. C'est cette notion de traçabilité. Alors, ça pose aussi tout le problème des échelles, parce que quand on dit burn-out, moi personnellement, j'utilise beaucoup le test de Copenhague, que je trouve très pertinent, et parce qu'il prend vraiment toutes les dimensions, y compris émotionnelles. Le Malsage Burn-out Inventory est intéressant, mais ça ne nous dit pas grand-chose non plus de ce que tu évoques en termes de qualité de vie, quoi. Oui. Parce que c'est ça, c'est les échelles de qualité de vie qu'il faut développer. Exactement. C'est quelle est la représentation que j'ai. Et là, ça interroge le sens. Le seul fait même de passer ces échelles, c'est un moyen d'apporter des questionnements autour de quelle est ma représentation, parce que souvent, on est le nez dans le guidon et point à la ligne, quoi. Et encore, c'est un vélo électrique. Ça vient questionner le rapport de la confiance aussi au sein du travail. Alors, ça, pour moi, c'est une question centrale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'œuvre humaine qui peut fonctionner dans le temps si elle ne repose pas sur la confiance et la coopération. Mais ce que je veux dire, c'est à condition qu'on prenne bien en compte que la question de la confiance et de la coopération, ça n'est pas de l'acquis. C'est un processus dynamique sans arrêt à remettre sur le métier. C'est comme l'accordage, c'est comme le rythme, ça participe de la temporalité. C'est-à-dire que c'est à questionner sans arrêt. La confiance, on ne peut pas la mettre et puis dire maintenant, ça y est, on est dans la confiance. Ça n'existe pas. Même le pire, c'est que c'est l'inverse qui va se passer à ce moment-là. Mais il y a un truc qui est incroyable dans le travail qu'a fait Patrick Léjean, mais surtout Maxime Bellego,
qui dit, et c'est vrai, j'interviens assez régulièrement effectivement dans le monde des entreprises, et les gens, quand ils parlent de management, ils parlent du facteur humain. Dans le travail, c'est aberrant de parler du facteur humain. Oui. Le travail, nécessairement, il parle de l'humain. Ou alors sinon, c'est des sociétés de robots qui fabriquent des robots, quoi. Donc, le seul fait même, c'est presque symptomatique, de dire facteur humain montre à quel point on est sorti de la pensée véritable, quoi. Voilà. Il n'y a pas de facteur humain. C'est l'humain qui travaille. Point. Oui. Donc, prendre soin du travail comme si c'était un patient, comme en thérapie narrative, on va interroger le travail alors, et c'est là, on va voir tous les liens qui peuvent s'établir avec tous les présupposés, les représentations, etc. Oui, etc. tout à fait. Voilà. Et tu vois, la confiance, puisque tu revenais sur la confiance ne peut exister qu'avec la question du sens. Le problème, c'est la fragilité de la confiance. Comme Eh dit oui. Sartre, la confiance se gagne en gouttes, mais se perd en litres. Ben oui. Voilà. Donc, parfois, ça va très vite aussi. Et là c'est aussi, et Sabriye a raison de le poser, parce que c'est vraiment quelque chose qui précipite parfois justement le burn-out, parce qu'on a perdu cette confiance. Oui. Et une perte de confiance qui a cet effet toxique, de mon point de vue, Gérard, qui va justement se généraliser jusqu'à la perte de confiance dans la vie, à l'extrême. Et oui, d'où alors Camus dans L'homme révolté, la seule question que doit se poser l'homme, c'est s'il doit ou non se suicider. Oui. Ah oui. Puisque à ce moment-là, on est quelque part dans une forme de nihilisme, de quelque chose qui s'approche de bon, alors à quoi bon? Si c'est pour travailler, pour faire ça et au bout avoir rien, et en plus ma retraite, en plus ça va être reculé de 2 ans, et de toute façon je serai quasiment mort avant, ou du moins dans un piteux état, donc autant devancer le jour de sa mort. Voilà, non, mais c'est un peu tristouné d'en arriver là, mais n'empêche que c'est des choses que j'ai entendues au sein de la consultation, c'est-à-dire de dire, voilà, il y a une espèce de nihilisme, d'ailleurs ambiant, faut bien le reconnaître. Et alors peut-être que ça change un peu parce que c'est presque paradoxal, mais il y a la guerre pas très loin, ça rassemble un peu les choses, on essaie de comprendre ce qui se passe, on voit bien aussi que ça nous dépasse. C'est compliqué, mais en même temps, il y a des ressorts, on va dire, plus profonds, plus archaïques qui reviennent. Là. Je l'entends chez les patients. Oui. Alors, je vais prendre une question. Alors, comment dépasser le conflit entre exigence de confidentialité et exigence de traçabilité? Ben, je dirais qui pose l'exigence. Et c'est quoi l'intention? Et tant qu'on n'a pas répondu à cette question-là, ces exigences sont des contraintes qui n'ont aucun sens. Merci. Tout à fait. Tout à fait, mais force est de reconnaître qu'au niveau de l'espace de parole, de la numérisation, des dossiers personnalisés et tout ça, on en est où de l'échange, je dirais, naturellement démocratique qu'il devrait y avoir? Mais oui. Qui décide? Qui décide de quoi, où? Voilà, on ne sait pas. Et ça, pour moi, ça pose la question centrale sur la question aussi sur la question d'épuisement professionnel. C'est la question de pouvoir nommer la posture d'autorité. La posture d'autorité, c'est celle qui donne le sens en quelque sorte. Et toute la question, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une société où on ne peut plus nommer la posture d'autorité, c'est-à-dire on ne peut plus nommer l'intention. Et donc, on ne peut plus être dans des intentions partagées. Et une des raisons de perte de sens, c'est quand les gens sont dans l'illusion d'être dans des intentions partagées, dans une coopération et dans une direction, et qu'en fait, les décisions qui vont être prises viennent d'on ne sait pas où. C'est la démultiplication, par exemple, des petits chefs. Et qu'à ce moment-là, les injonctions qui sont données
mettent en perte de responsabilité, en perte d'autorité, et l'autorité ne peut pas être nommée. Donc là, il n'y a plus de... Il n'y a plus d'autre référentiel que ce que disait Gérard, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est retourné en laissant entendre que c'est ta propre autorité qui est défaillante. Mais ça, c'est une imposture absolue. C'est une perversion, surtout. Oui, c'est une perversion. C'est pour ça que je vais peut-être choquer certains ou certaines, mais moi, je regrette le moment où on parlait du patron. Oui. Où on parlait, comme dans l'artisanat, comme dans la médecine, etc. Parce que patron, comme patrie, comme patrimoine, c'est un ensemble que l'on défend avec une autorité affichée des choses et qui est développée et argumentée. Aujourd'hui, c'est dilué avec des petits pouvoirs disséminés, mais on ne sait pas qui parle. C'est des process. On est que dans le process. Et le process permet d'être dans action, effet, et on ne sait jamais. Mais qui agit? Et c'est quoi l'intention? Tu parlais tout à l'heure de l'agentivité. Là, on ne sait pas quel est l'auteur. On ne sait pas quel est l'auteur. Ouais. Or, l'histoire humaine, elle se construit dans la narration. Elle se construit dans le dialogue. Et à condition de redevenir narrateur, c'est-à-dire être acteur de son propre récit. Complètement. Oui. Et toute entité, toute structure, construction humaine vivante, donc toute entreprise, est une entité, et de mon point de vue, une entité vivante et répond aux mêmes nécessités. Une histoire, comment les interactions sont dans le vivant et pas dans le figé, un projet, c'est toute cette construction-là. Mais ça vient toucher la question du singulier et du collectif. Oui. Tout à fait. Tout à fait. Mais le singulier n'existe que parce que le collectif existe. Il faut-il qu'il y ait une interaction à double sens permanent, quoi. Comme le travail en lui-même, si on l'isole comme ça, il peut être source de grandes souffrances, mais le fait de ne pas travailler peut être source également de grandes souffrances. Donc, on ne peut pas prendre le travail uniquement comme, effectivement, comme on le disait en introduction tout à l'heure, comme un objet à regarder et dire là, on va améliorer le travail, etc., et les conditions de travail. Enfin, je pense, c'est juste histoire de faire sourire, mais j'ai un patient qui est venu il n'y a pas très longtemps et qui me dit, je dis, qu'est-ce qui vous amène? Question classique. Et je vous remercie d'être venu. Qu'est-ce qui vous amène? Écoutez, je viens vous voir pour l'herpès. Je dis, attendez, moi, je ne suis pas médecin généraliste, je suis plus dans le champ psy, médecin interniste, mais l'herpès, ce n'est pas vraiment mon domaine. Non, mais il m'a dit risques psychosociaux, c'est l'herpès. Comme quoi les mots eux-mêmes nous embarquent dans des contrées. Et c'est étonnant qu'il l'a vécu comme une maladie presque infectieuse, quoi. Il avait de l'herpès. Il avait les risques psychosociaux, quoi. Extraordinaire. Il y a une autre... je voulais revenir sur la question du bonheur au travail. Et alors, je ne sais pas, Gérard, quelle différence tu fais entre bonheur et plaisir, mais à mon sens, c'est un bonheur pour moi de travailler, dans le sens où ce que ça m'apporte m'enrichit, et c'est un enrichissement qui est partagé. Et je voudrais, voilà, qu'est-ce qui te fait dire que finalement, de ton point de vue, bonheur et travail ne soient pas vraiment... Non, ils peuvent être liés, mais c'est tellement personnel et singulier que ce dont je me méfie en particulier à travers les CHO, les Chief Happiness Officiers, ça me paraît... Enfin, c'est même pour moi une forme peut-être de dictature derrière, quoi. Oui. Et toute dictature, vous allez faire ça, c'est bien pour vous, on le fait pour votre bonheur, c'est pour votre bien, quoi. Non, le bonheur est très singulier. D'ailleurs, le bonheur, j'aime bien cette formulation, je crois qu'elle était de Prévert, on le reconnaît au bruit qu'il a fait en partant, quoi. Voilà. Et comme ça, c'est-à-dire que je ne sais pas à ce moment-là si il faudrait mieux pas dire une joie de travailler, quoi.
on est plus du côté de la joie qui n'est le contraire de rien, parce que la joie n'est même pas le contraire de la tristesse. Quand tu écoutes des musiques klezmer ou de certains pays comme le Pérou, des musiques latines, etc., ou gitanes, tu t'aperçois qu'il y a à la fois une tristesse, mais que derrière, il y a une joie. Donc, c'est quelque chose qui nous met en joie plutôt. Et je crois que pour rebondir sur ce que dit Gérard, pour moi, de mon point de vue, le bonheur, c'est une expérience, et là je rejoins Gérard, c'est une expérience de l'intime et du singulier, même si le bonheur, il peut être partagé. C'est les effets de la manière dont j'agis et en lien avec, comment dirais-je, en lien avec ce qui m'agit et qui me porte. Mais le bonheur, il n'est pas premier. Je pense que ça, d'avoir mis le bonheur à l'extérieur est premier, comme si on pouvait aller s'approprier le bonheur, pour moi, c'est non seulement une imposture, mais c'est peut-être même un des malheurs de notre société, l'illusion du bonheur à travers justement l'appropriation du bonheur. On ne se l'approprie pas. Non, c'est quelque chose qui agit, qui émerge, c'est pas quelque chose qu'on possède. Voilà. Et je comprends que le lien que faisait Gérard, c'était avec tout ce jargon du développement personnel qui nous donne des recettes, des protocoles. Comme dirait Julia de Funès, que j'aime beaucoup, elle parle du développement impersonnel. Oui. Justement, parce que je pense que la question du bonheur, elle a pris sa place par la grande porte de la bureaucratie administrative aujourd'hui. Et du coup, c'est un moyen de piloter les gens, quoi. Enfin, voilà, c'est pour ça que j'ai beaucoup de réserves par rapport au mot bonheur. Mais je peux éprouver une joie en travaillant, j'éprouve un plaisir en étant avec vous, à discuter avec vous, à échanger avec Eric, etc. Est-ce que ça veut dire que c'est le bonheur? Je ne sais pas. Je le reconnaîtrai au bruit qu'il a fait en partant, puisque ça ne va pas tarder à s'arrêter. Exactement. Et c'est plein de joie que je vous remercie de nous avoir partagé vos savoirs. Et puis merci pour cette transmission qui s'inscrit en préparation, je rappelle, du congrès qui aura lieu la semaine prochaine à la Bolle, où nous aurons le plaisir de te recevoir, Gérard, et de t'écouter. Et puis, merci à Mimétis, merci Eric pour le partage de... Mais merci pour ta présence. Voilà, c'est ce que je... Et puis, je remercie aussi toutes les personnes qui sont restées. Et voilà, n'hésitez pas à diffuser, à partager l'émission des valeurs portées par l'Institut. Et c'est avec joie que je vous retrouverai au congrès la semaine prochaine et que je vous souhaite à toutes et tous une belle et bien bonne soirée. Merci Sabrina, merci Eric. Merci Sabrina. Au revoir. Prenez soin de vous. Et à bientôt. C'est-à-dire à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, avec plaisir. À la Bolle. Allez, au revoir. Au revoir.